Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis en compagnie de Nikki qui a quitté les Caraïbes pour venir étudier en France. Je suis hyper admirative des gens qui osent changer de vie comme ça, je trouve ça hyper inspirant. Je voulais savoir où est-ce que tu étais née exactement dans les Caraïbes. D'accord, je suis née dans une petite île qui s'appelle Trinity et Tobago. En français, en anglais, c'est Trinidad and Tobago. Ok. C'est une toute petite île qui est juste au-dessus de Venezuela, dans l'Amérique du Sud. On a environ 1,7 million d'habitants, donc... Pas mal quand même. Pas mal, ok, il y a du monde. Oui. Et tu es née là-bas ou tu as passé qu'une partie de ton enfance là-bas? Non, je suis née là-bas et j'ai vécu là-bas jusqu'à j'avais 26 ans. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir ici en France? Alors raconte-moi. Alors, je suis venue en 2015 en France juste pour faire un stage. C'était quand j'étais étudiante en licence et j'avais complété une année de mes études. Et après cette année, je suis venue en France pour faire un stage avec l'Éducation nationale. C'était pendant 7 mois. Ok. Et j'ai tellement aimé la France en fait. Et je me suis dit que je vais revenir. En 2015, c'était quand j'avais 22 ans à peu près. Ouais. Et puis, après avoir complété mes études, je suis revenue quand j'avais 26 ans. Et pour moi, il n'y avait même pas de... J'avais envie en fait. Je ne sais pas si ça peut se comprendre, mais je pense que j'ai toujours su que je voulais pas rester dans mon pays d'origine en fait. Ok. Je voulais habiter ailleurs. Je sais pas, j'ai jamais senti chez moi dans mon pays d'origine en fait. Et Même si tu es née, c'est vrai que tu as toujours ouais. eu des envies d'aller ailleurs, Exact. d'explorer Ouais. d'autres choses. Ouais, mais j'adore mon pays, mais je me voyais pas vivre là-bas toute ma vie en fait. Donc ouais. Et c'était quoi tes projets du coup d'avenir qui t'incitaient à ne pas rester dans ton pays en fait? J'avais deux objectifs principaux. C'était d'abord de pouvoir faire mon doctorat en France. Parce que... Waouh, trop bien! Oui, parce que j'ai fait jusqu'à mon M2 à Trinity et Tobago. Et pour moi, j'adore les études en fait. Et je voulais continuer à faire un doctorat, mais pas dans mon pays d'origine, parce que je voulais avoir l'expérience d'étudier dans un autre pays, dans un autre contexte. Ouais. Et ça, c'était un objectif. L'autre objectif, c'est d'avancer dans le domaine de la mode. Aussi, et pour moi, France, c'est idéal pour ça. Le pays de la mode, Voilà. évidemment! Et donc, c'était mes deux objectifs principaux en tête quand j'ai décidé de venir en France. Ça fait 3 ans que je suis en France, 3 ans et demi. Les 2 premières années, c'était vraiment difficile parce que j'étais en train de m'installer. En fait, j'avais dans ma tête, quand j'ai déménagé en France, je vais tout de suite trouver ce que je voulais faire en fait. Ah bah Tout de ça, suite. on pense directement Ouais. que de toute façon, on va trouver l'appart en 2 secondes, Ouais. on va trouver le travail en 2 secondes, mais ça ne se passe jamais comme Ouais. ça en fait. C'est ça, parce que non, je pensais que directement je vais trouver une université pour faire mon doctorat. Directement, je vais trouver un emploi qui a un lien avec la mode, mais c'était pas du tout comme ça en Ouais. fait. C'était que après mon 2e année en France que j'ai trouvé une université pour faire mon doctorat, même si j'ai vraiment cherché. J'ai postulé pendant 2 ans et Ouais. c'était que dans la 2e année que j'ai trouvé une université qui a accepté mon projet de thèse. C'était aussi parce que
le système éducatif chez moi n'est pas le même système ici. Oui. Et du coup, il fallait que je me renseigne aussi de comment ça fonctionne ici parce que ce n'est pas du tout le même système en fait. Oui. Pour faire un doctorat chez moi, il y a juste à trouver l'école et puis tu postules et si il te dit si t'acceptes ou pas, mais ici il faut d'abord trouver un directeur de thèse et c'était hyper compliqué pour moi parce que je connaissais personne en fait, donc j'ai envoyé des mails, etc. T'avais pas eu de réponse Des fois j'ai eu des réponses positives, des réponses ni positives ni négatives, mais après j'ai pas eu un la peu suite. entre les deux, mais Oui. qui te disaient qu'on ne te prenait pas, quoi. Oui, En fait. exact. Et donc, je me suis dit, OK, il faut que je trouve un autre moyen parce que c'est vraiment un but, c'est vraiment un grand objectif que ouais. je voulais réaliser en France. Donc, j'ai réfléchi à qu'est-ce que je peux faire. Donc, j'ai décidé de m'intégrer dans une association qui a un lien avec mon sujet de thèse. C'est au sein de l'association où j'ai trouvé ma directrice de thèse. Et donc, c'était un peu comme ça, j'ai trouvé une autre manière pour pouvoir trouver la directrice de thèse parce que j'ai vu que c'était vraiment parce que j'avais pas l'entourage, Les contacts. Ouais, les contacts. Et c'était lors de l'association que j'ai pu, en fait, faire connaissance aux collègues, etc. Et puis repérer quelqu'un qui finalement est devenu ma directrice de thèse. Donc, trop cool, génial. Donc j'étais hyper contente. La première victoire quand t'es arrivée en France. Ouais, quoi. c'est ça. Et donc là maintenant je suis en première année en doctorat. Donc, Yeah, félicitations, trop bien. Après avoir fini mon diplôme, le but, c'est de continuer dans le domaine de la recherche, en fait. Ok. Et de devenir enseignante chercheuse. Mais aussi, en fait, j'ai deux choses dont je suis passionnée. La mode aussi. Bah oui, donc... Et oui, la mode aussi. Donc, je veux pas oublier ce côté de moi-même. Oui. Donc, c'est super. Ouais. Déjà de suivre voilà, toutes ces passions comme ça. Puis ça se voit directement. Enfin, je vois même au niveau de ton physique, comment tu t'habilles au quotidien, ça se voit que tu aimes la mode. Ouais. Et t'es toujours super élégante, super svelte. T'as la classe, quoi, vraiment. Genre, vraiment, la première chose que je me suis dit quand je t'ai vue, je fais waouh, cette nana est tellement badass, vraiment. Ça fait plaisir. Et je voulais te poser une question aussi. Comment est-ce que tu trouves les Français? Et là, tu as le droit de te lâcher, hein. Tu as le droit d'être 100% honnête, genre vraiment. Les Français... Oh, ce long silence. Non, c'est pas ça. Je pense que j'ai ma réponse. Il y a beaucoup de fumeurs en France. Ah ouais, ok. Mais chez moi, ce n'est pas du tout comme ça. Donc, quand je suis arrivée, j'étais choquée que même les lycéens et les collégiens fument. Et donc, c'était quelque chose auquel j'ai dû m'habituer, en fait. Parce que au début, je supportais pas l'odeur, en fait. Ah, c'est compliqué de supporter, bah ouais. Et, mais après, quand j'ai rencontré les gens, il y avait pas mal d'entre eux qui fumaient. Et après, je me suis dit que, je vais essayer de m'adapter. Je vais pas fumer parce que pour moi, ça m'intéresse pas, mais je vais essayer de tolérer l'odeur en fait. Et maintenant ça va, j'arrive à être dans une salle avec des fumeurs, même si je fume pas. Ouais, ça va. Donc pour moi c'était juste une question d'adaptation et ça c'est juste un exemple. Mais au début je trouvais que c'était difficile pour moi de me faire des amis. Et je me suis rendu compte que c'était parce que je faisais pas l'effort de m'adapter en fait à la culture ici. Donc je suis venue avec une autre culture et ma culture et je me suis dit je vais pas faire ça ou ceci ou cela parce que
j'ai pas l'habitude de faire ça en fait. Oui. Mais je me suis rendu compte que si tu vas dans un autre pays, il y a forcément une autre culture. Oui. Et du coup, pour pouvoir profiter au maximum de ta vie dans un nouveau pays, il faut vraiment s'adapter à la culture. Et donc, c'est ça que j'ai essayé de faire petit à petit. Et là, je suis plus à l'aise pour me faire des amis, pour rencontrer les gens, etc. Bah ouais, carrément, Donc... j'ai vu ça. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai rencontré Nikki en faisant du roller. Ouais. C'est comme ça qu'on s'est connus, on roule ensemble. Et moi, tu t'es intégrée, mais direct dès la première seconde, en fait. Tu t'es imposée et c'était Oui. nickel. Genre, c'est comme si t'avais toujours roulé avec nous, vraiment. Et t'as remarqué d'autres choses qui t'ont interpellée par rapport aux Français? J'ai remarqué quelque chose, que les Français aiment négocier. Les Français sont des radins, oui, bien sûr. Évidemment, nous sommes tous des rats parce que nous n'avons pas de thunes, en fait. Non, mais je trouve ça incroyable, en fait, parce que c'est tout un jeu. Par exemple, je regardais une meuf, elle voulait un service et la vendeuse, elle a dit, en fait, non, on va pas pouvoir vous faire ça. Et la dame a dit, mais elle a continué à insister. Elle a donné des raisons, etc. Et puis la vendeuse, elle était comme, ah ok, mais en fait, non, je pense pas qu'on va pouvoir faire ça, mais je vais voir avec ma responsable. Ouais, voilà. Et donc, elle a commencé petit à petit et au final, elle a fini par avoir ce qu'elle voulait en fait. Ouais. Donc, je me suis dit, c'est incroyable. Donc, des fois, j'essaie de utiliser cette technique. Ah, mais il faut! Parce que je trouve ça incroyable en fait. Et c'est vraiment, il faut vraiment juste insister et donner des raisons aussi. Ouais, avoir des arguments. Exact, c'est ça. Parce que ils aiment, je sais pas si c'est le côté humain, mais ils aiment savoir pourquoi ou quand on les donne des raisons et c'est justifié ou c'est valable. Donc, ça peut se faire qu'on peut avoir ce qu'on veut, ce qu'on demande. Et même, tu vois, par rapport au prix de tout, les Français négocient. Genre, je sais que moi j'ai des potes, ils négocient même leur Freebox, tu sais, genre leur abonnement internet. Genre, c'est un jeu d'aller regarder tel forfait dans telle marque, d'appeler à chaque fois pour dire, hey, vous savez, ça fait combien de temps que je suis chez vous? Et chez vos voisins, ils font ça à tel prix, etc. Et ils négocient pour avoir internet à 5 € par mois pendant, je sais pas moi, 6 mois. Mais ils s'en foutent parce qu'ils ont réussi à économiser à balle. Et c'est pareil pour plein de trucs, enfin, franchement, on est des gros négociateurs. Et même, tu sais, parfois, genre dans les foires à tout, ou les... comment on appelle ça les brocantes. Je me souviens que j'accompagnais souvent ma mère, tu vois, faire ses brocantes et tout. Elle mettait une tasse à 1 €, tu vois. Enfin, je sais pas, 1 € symbolique, tu vois. Voilà. Il y avait des gens qui passaient 50 centimes. 50 centimes et je vous la prends. Mais le culot, tu vois, c'est 1 € cette tasse, c'est presque donné et les gens, il faut qu'ils négocient tout le temps. C'est... Ouais, maintenant que tu le dis, j'avoue qu'on est des gros négociateurs de ouf. Est-ce que durant ton voyage, il y a eu des choses qui se sont mal déroulées, pas comme tu l'aurais imaginé t'as rencontré des obstacles, des choses durant ton voyage? Quand je suis arrivée ici? Quand t'es arrivée et même après, est-ce qu'il y a des choses qui... vraiment t'ont foutu un peu dans la merde ou... Ah si. C'est surtout au niveau des démarches administratives en fait. Déjà c'est extrêmement long et j'ai l'impression que à la préfecture ils s'en foutent en fait parce que une fois je me suis retrouvée dehors de la préfecture à 4 h du matin dans le froid parce que ils m'ont pas fourni un document dont j'avais le droit. Et j'avais besoin de mon document pour pouvoir travailler, pour pouvoir ne pas être dans une situation
irrégulière et il y avait pas, on ne peut pas prendre de rendez-vous à la préfecture. Enfin, nous les étrangers, on ne peut pas prendre des rendez-vous à la préfecture. Okay. C'est eux qui donnent les rendez-vous. Et s'ils ne donnent pas les rendez-vous, bah, on est dans la merde. Putain, et du coup, j'avais vraiment besoin de mon document et j'ai le droit de l'avoir. Donc, je me suis dit que je vais juste aller extraire mon manteau pour insister, comme les Français. Ouais, bah oui. Et j'ai insisté et au final, ils m'ont donné ce que j'avais besoin, mais c'est juste Mais il était quelle heure quand ils t'ont donné ça? Ils n'ont même pas donné le jour, le jour même. Hein. Ils m'ont juste donné un rendez-vous pour le récupérer la semaine d'après. Mais c'était hyper compliqué parce que j'avais toujours, j'ai toujours eu besoin de les contacter, de les recontacter, etc. Juste pour qu'ils puissent me donner mon document, en fait. Et il y avait un moment où j'étais hyper anxieuse à cause de ça et tout, mais je savais que ça aurait été ok, mais j'ai eu peur de ne pas pouvoir continuer mes études, de travailler, etc. Parce que si j'ai pas de document, je peux pas faire les choses comme ça. Donc, c'était le document de Pôle emploi? Non, c'est mon titre de séjour. Ah, ton titre de séjour, ouais. Ok. Donc, non, le document de Pôle emploi, ça, c'est autre chose. C'est encore une autre histoire. Ouais, mais il y en a eu beaucoup, en fait. L'histoire avec Pôle emploi, c'est juste que parce que avec mon titre de séjour, j'ai pas le droit d'être inscrite à Pôle emploi, même si j'ai le droit de travailler et de payer des impôts. Oui. Donc, c'est ce que je trouve... je comprends pas. Il n'y a pas de logique. Hein. Franchement, même moi, je suis là, je comprends pas. Et en fait, c'était même pas pour toucher le chômage, c'était juste pour pouvoir suivre une formation. Une formation que tu voulais. Qui était rémunérée par Pôle emploi. En plus. Et, ouais. Même ça, je ne pouvais pas. Parce que j'avais pas le droit d'être inscrite à Pôle emploi. Mais la misère, mais ouais. On tourne en rond, mais ça n'a pas de sens, vraiment. Il y avait aussi des moments où je voulais, quand ça se passait mal, je voulais même pas dire à mes parents parce que je voulais pas qu'ils s'inquiètent et tout. Mais au final... tu leur as jamais dit tout ce qui s'était Si, au final, je leur ai dit au final. Parce que c'était aussi un fardeau de faire semblant que tout se passe bien. Bah ouais, c'est trop dur. Non mais franchement, tu peux pas garder ça pour toi. Le fait de leur avoir dit, j'ai eu le soutien de leur part aussi, ça m'a aidé aussi de... ne pas me déprimer trop en fait, ouais. Parce que c'est déprimant quand même. Ah oui, mais il y a de quoi, hein. Oui, c'est sûr, c'est normal. C'est grâce à ma famille aussi, grâce à ma relation avec Dieu aussi, parce que pour moi, je pense que tout le monde a quelque chose auquel s'accrocher. Ouais, et pour moi c'est exact. Et pour moi, ça m'a donné la force aussi de continuer. Donc, bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, à mon avis, t'as une très bonne étoile au-dessus de la tête. Tu es bien protégée, à mon avis. Oh, c'est super gentil. Et justement, comment tu gères la distance avec ta famille, tes parents, tes proches? En fait, je suis une personne solitaire à la base. J'étais, parce que maintenant je crois que je le suis plus, mais j'étais une personne très solitaire qui aime exister toute seule, sans personne et tout. Donc le fait d'être si loin de ma famille, ça me dérangeait pas en fait, parce que je le parle par téléphone et donc pour moi ça suffit. Et à l'époque, donc pour moi ça ne représente pas un obstacle pour moi en fait. Oui, il y a des moments où je vais dire ma mère me manque, ma soeur me manque aussi, mais c'est jamais comme si elle me manque et j'ai envie de retourner au pays en fait. Donc, okay. Non, parce que moi, mes parents habitent à 2 heures de chez moi et je suis en PLS si je les vois pas une fois par mois, tu vois. Genre, ma famille, c'est ma vie entière, quoi. Ouais. J'ai une éducation où j'ai été élevée hyper proche
tout le temps chez les tatas, les tontons, toujours chez papy et mamie les week-ends. Oh. Mais vraiment pourri gâté d'amour toute mon enfance, tu vois. Et ce qui fait que j'ai un mal de fou. Je suis une personne qui adore bouger, jamais rester au même endroit. Mais d'un autre côté, j'ai cette accroche à ma famille qui est tellement forte que ça m'empêche d'aller trop loin, tu vois. Il faut absolument que je trouve du temps pour revenir au cours de bachata. Oui. Ça me manque de fou. J'ai un peu abandonné Orlando au cours parce que... non, c'est parce que je pense que je m'ennuie un peu avec la bachata. Parce que... Excusez-nous, on a un plus haut level en fait. Non, c'est pas... Enfin, je m'ennuie un peu pour les cours parce que ce sont des choses que j'ai déjà pu faire juste en dansant en soirée en fait. Et moi j'aime bien être dans un cours où il y a vraiment les deux en fait, les techniques et un bon sens du relationnel. De l'inclusivité. Exact. C'est vrai que c'est pas évident de trouver un bon cours de danse. Ouais. Moi j'ai de la chance, je suis vraiment avec 2 sœurs, tu vois, il y a 2 profs. Donc déjà ça permet d'être un peu plus disponible pour tout le monde, tu vois. Et elles sont hyper dynamiques, elles sont très dans le self-love, tu vois. C'est bien. Dans l'acceptation de tous les corps, de tous les âges, de tout. Vraiment, t'arrives au cours, t'es bien. Genre, tu retrouves comme des copines, tu vois. Et c'est ça que je trouve trop bien. Et puis, c'est des chorés où ça bouge beaucoup. Et on fait jamais la même danse, tu vois. On fait des fois du hip-hop, un peu des fois de danse contemporaine, des fois de l'afro, des fois de la salsa. Enfin... C'est hyper varié, c'est pour ça que j'adore. Mais c'est vrai que depuis que j'ai goûté avec vous à la bachata, mais en fait c'est trop bien parce que ça n'a rien à voir avec le sujet du podcast, mais on s'en fout. C'est pas grave. Il faut que je fasse un podcast sur la danse parce que vraiment, je pense que c'est important que tout le monde danse une fois dans sa vie. Non mais c'est vraiment thérapeutique en fait. Mais moi c'est ma vie entière la danse. Mais c'est une thérapie pour se sentir bien dans son corps. Non, mais pour juste kiffer la life, ressentir ses énergies, c'est trop magique la danse. Quand tu as dit ça dans ton premier podcast, je t'ai compris en fait parce que... Tu t'es reconnue? Ouais, parce que c'est un peu la danse aussi et le roller qui m'a sauvé la vie aussi un peu, donc parce que ça m'a permis de déstresser, de penser à autre chose. Exactement. Donc mais les activités comme ça en collectif, ça fait énormément de bien. La danse, le roller, même je sais pas moi, aller à des cours à la salle de muscu. Je sais pas moi, faire du basket, des cours en collectif, genre, ça fait énormément de bien. Tu fais du bien à ta santé, à ton corps. Après, toi, t'es fier de toi, de ce que t'as accompli. Donc, tu te sens encore plus on fire, genre. Il y a vraiment... c'est que du positif, que du plus. Je trouve ça trop génial, tu vois. Et je disais, ce qui m'a plu dans la bachata, c'est que je trouve qu'on est vachement une génération où on danse seul. Alors qu'il y a quelques années... Nos parents, voire nos grands-parents, ils étaient habitués qu'à danser en couple. Genre moi, j'ai toujours vu mes grands-parents danser en duo. Et c'est vrai qu'après, nous, on est une génération où on danse seul. Et je trouve ça un peu dommage. Et en même temps, c'est bien, tu vois, de pouvoir danser seul et de pas attendre un partenaire, tu vois. Mais je trouve que c'est un certain charme de pouvoir danser en couple. Oui. Et franchement, moi j'ai trouvé ça trop stylé parce que franchement, je suis arrivée dans le cours de bachata, je m'attendais à rien du tout. Je me suis dit, bon, j'ai 1 heure de cours. Ça va passer vite. C'est ça que tu as pensé, Mais non, mais franchement, je suis arrivée au cours de bachata, je me suis dit, mais allez, j'essaye, mais franchement, je m'attendais à pas grand chose. Je me suis dit, je vais danser avec soit des quarantenaires, soit des papis, soit des fois des gars de mon âge. Et tu vas danser avec tout le monde. En fait, je pensais pas qu'au cours de bachata, tu dansais avec tous les partenaires, en fait. Ah oui, je t'avais pas prévenu, c'est vrai. Donc en fait, c'est la surprise. Les danses en couple, faut savoir que tu passes avec tout le monde. Et il faut aussi aimer être touché, je trouve, parce que moi, ça m'a fait trop bizarre, vraiment, la première fois. Au moins, il faut pas que ça te dérange. Faut pas être pudique pour danser des danses en duo, en couple, parce que tu dois quand même tenir la main de la personne, tu dois te tenir à son épaule, ou lui doit te tenir la taille. Faut aimer être touché, hein, je suis désolée. Non, mais ce qui est vraiment marrant, parce que je déteste le contact physique.
J'en vraiment déteste, mais avec la danse... Ça passe. Ouais. C'est énorme. En plus, ça te permet d'accepter ça, tu vois. Non, mais moi qui ai pas du tout de problème, qui suis pas du tout pudique, je suis la première à embrasser, à faire des câlins à tout le monde. Même des fois, c'est trop. Non, ça va. Non, ça fait va. plaisir. Mais là, j'avoue que je suis arrivée au cours, j'étais un peu... oulala, pourquoi vous me touchez comme ça, là? J'étais pas à l'aise du tout. Mais franchement, une fois que t'es dans le cadre du cours et tout, ça, au bout d'aller 10 ou 15 minutes, ça disparaît. Et j'ai appris mes premiers pas de bachata et j'étais trop fière, tu vois. Enfin, le peu que j'ai réalisé, on a pris des petites vidéos et tout, mais j'étais trop refaite, quoi. J'étais super contente. Et c'était cool d'apprendre une autre variante de danse. Et en plus, c'était la première fois que je dansais en duo. J'avais dansé un petit peu avec mon grand-père, mais vraiment, voilà, aux fêtes de famille, vraiment en 2 secondes, assez rapidement comme ça. Mais c'est tout, quoi, tu vois. Oui. Et là, le fait de danser ça en duo, j'ai trouvé ça trop cool, quoi. Enfin, c'était vraiment une bonne expérience et je pense que je reviendrai. Enfin, c'est même pas je pense, et je reviendrai en fait. C'est rien que même si on n'a pas le niveau, voilà, c'est super beau pour venir regarder les gens, quoi. Oui. Moi, à chaque fois, je me crois dans Dirty Dancing quand je vois les gens danser comme ça, tous les couples qui dansent, c'est tellement beau. J'avais une toute dernière question. Yes. Si tu avais un conseil à donner à une personne qui voudrait changer de pays comme toi, qu'est-ce que ce serait ? D'abord, si tu as envie de changer de pays, il faut vraiment, il faut oser vraiment. Et il faut toujours avoir en tête quels sont mes objectifs quand je vais m'installer dans ce pays. Et comme ça, quand tu as toujours ces objectifs en tête, tu peux traverser des moments difficiles parce que tout va traverser des moments difficiles. Ça peut changer selon la personne, selon la situation, mais il va avoir des moments difficiles et le fait de pouvoir garder en tête, ok, je suis venue pour telle et telle raison. Donc, je sais que tout ce que je vis en ce moment, c'est juste temporaire et je vais toujours me focaliser sur mes objectifs et si ça fonctionne pas d'une manière, je vais essayer une autre manière. Donc vraiment l'important c'est de toujours garder en tête les raisons. Ses rêves. Ouais, exact, les raisons pour lesquelles tu es revenu en fait. C'est super beau. Merci beaucoup Niki en tout cas. Merci beaucoup d'être venue raconter ton histoire ici. C'était un plaisir. Merci, franchement ça me tenait tellement à cœur que tu racontes cette histoire parce que moi je la trouve hyper courageuse et inspirante. Genre vraiment je le redis mais c'est bravo pour tout ce parcours déjà jusqu'à là. Et j'espère que vraiment tu continueras à avancer encore loin dans tes objectifs, voire même à réaliser encore plus et encore plus, tu vois. Merci. J'espère que vous avez bien apprécié cet épisode. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en DM Insta ou en commentaire, ainsi qu'à mettre des étoiles pour mettre en avant le podcast. Je vous souhaite une très belle journée ou une bonne soirée et vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de Dolly's Talk. Mouah, des bisous.